Bonsoir. À la une, consternation à Koza, en banlieue de Conakry, où le feu a fait des ravages, à Fofanaya précisément. Toute une famille a péri dans un incendie dans la nuit de ce mardi à mercredi. 5 morts, c'est le bilan officiel. Les forêts à l'honneur ce 21 mars, une journée proclamée par l'Organisation des Nations Unies. Cette année, le monde décide de mettre les forêts au service des villes durables. Pour souligner l'importance des arbres et des régions boisées, la campagne est annoncée en Guinée. Et puis nous irons à Paris où a pris fin le salon du livre avec une forte participation des passionnés du livre papier. L'engouement des jeunes lecteurs marque les opérateurs de la chaîne du livre. Espoir, c'est le mot fétiche de la 38e édition. Nous serons avec Aboubakar Kamara, notre envoyé spécial. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Le président de la République, Alpha Condé, a rencontré cet après-midi les opérateurs économiques du pays. C'était au palais Sékou Touréa. Nous reviendrons certainement en détail sur ce sujet avant la fin de cette édition avec notre reporter Mohamed Lamine Souma. Il ne se passe plus une semaine, ça marche aux manifestations à Conakry et ce jeudi, l'opposition annonce de redescendre dans les rues de la capitale. Écoutons ce qu'en pense le gouverneur de Conakry. Ses propos sont recueillis par Moussa Bangoura. Les partis politiques de l'opposition ont adressé des courriers aux communes de Matoto et de Ratoma pour l'organisation d'une marche pacifique le jeudi 22 mars 2018. Le délai de dépôt et la procédure en la matière ont été bien respectés. Après analyse des courriers par les responsables des deux communes, la commune de Ratoma a favorablement répondu en autorisant la dite marche et l'itinéraire suivant a été retenu. Rond-point Koza, point de départ. Bomboli Koloma, rond-point Bamboito, point de destination et lieu de meeting de sensibilisation. Je compte entièrement sur le professionnalisme des services de sécurité pour l'encadrement correct de cette marche. Vive la démocratie, vive la paix, je vous remercie. Je vous l'annonçais en titre, c'est insupportable, rien qu'à entendre. Les flammes ont entièrement ravagé la maison de la famille Fofanaya. Le chef de famille, son épouse et leurs 3 enfants ont tous été emportés. L'incendie s'est produit à Koza aux alentours de 3 heures du matin. C'est le choc dans le quartier et au nom du chef de l'État et du gouvernement, le Premier ministre est rendu sur place pour constater les dégâts. Témoignage en image avec Ousmane Bangoura. Un bâtiment réduit en cendres et 5 morts. C'est le bilan d'un incendie survenu dans la nuit du mardi 20 mars ici au quartier Bantunka 1, secteur Fofanaya, commune de Ratoma. Selon les témoins, un court-circuit serait à l'origine de ce drame. Aussitôt informé, le Premier ministre, chef du gouvernement, est venu présenter les condoléances du gouvernement à la famille éplorée. Quand on voit ce qui s'est passé, un père de famille, une épouse en état de maternité, des enfants ont eu leur âme rappelée à Dieu d'une façon dramatique. Le peuple de Guinée tout entier est affligé par ce drame. Et par ma voix, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et au nom de tout le peuple de Guinée, nous mandatent pour venir vous présenter à vous, à toute la famille, les condoléances profondément attristées. Que l'âme des défunts repose en paix dans le paradis éternel. Parmi les victimes, une femme en état de famille très avancée, une fille de 7 ans, une autre de 10 ans. L'incendie s'est déclaré aux environs de 3 heures du matin. Comme on le voit ici, malgré l'intervention des voisins, aucun objet n'a pu être sauvé. Éducation, une question. Comment rattraper le retard dans le déroulement des programmes de cours au secondaire? Des cours intensifs sont annoncés par certaines écoles, la plupart d'ailleurs. Chaque établissement s'organise à sa manière et au ministère de l'enseignement préuniversitaire, la démarche est saluée et accompagnée puisque les autorités viennent d'établir un nouveau calendrier scolaire pour non seulement surveiller l'initiative des écoles, mais aussi harmoniser le système de rattrapage. Voyons tout cela avec Amadou Touré.
Suite à la récente crise qui a affecté le système éducatif, occasionnant la perte de 5 semaines de cours représentant 25 jours ouvrables à l'élémentaire et 30 jours au secondaire, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a réfléchi à la mise en place d'un nouveau calendrier scolaire. Objectif, éviter de bâcler l'exécution des programmes d'enseignement. À l'élémentaire, premièrement, annuler la composition du deuxième trimestre et récupérer 5 jours de cours. 2. Supprimer le congé d'avril et récupérer 6 jours de cours. 3. Poursuivre les activités d'enseignement d'apprentissage jusqu'au 30 mai 2018 au lieu de 12 mai initialement prévu et récupérer 14 jours ouvrables. 4. Organiser la composition de fin d'année et les examens blancs du 4 au 9 juin 2018. Au secondaire, 1. Annuler la composition du deuxième trimestre et récupérer 11 jours de cours. 2. Supprimer le congé d'avril et récupérer 6 jours de cours. 3. Poursuivre les activités d'enseignement-apprentissage jusqu'au 30 mai 2018 au lieu de 12 mai initialement prévu et récupérer 13 jours ouvrables. 4. Organiser la composition de fin d'année et les examens blancs du 31 mai au 9 juin 2018. En adoptant cette stratégie, le département de l'Éducation nationale entend rattraper dans un bref délai le temps perdu. Nous pourrons ainsi 1. Récupérer les 5 semaines perdues à l'élémentaire qu'au secondaire. 2. Reporter la date d'arrêt des cours au 30 mai 2018 pour l'ensemble des cycles d'enseignement. 3. Organiser la composition de fin d'année et les examens blancs du 31 mai au 9 juin 2018 au lieu de 14 au 31 mai initialement prévu. Organiser les examens nationaux du 18 juin au 3 juillet 2018 au lieu de 4 au 19 juin. Ce réaménagement du calendrier scolaire a tenu compte de toutes les suggestions faites lors du conseil de cabinet du 19 mars dernier. Ainsi, le nouveau calendrier a été adopté et validé par l'ensemble des cadres présents. Depuis 2012, le 21 mars est devenu la Journée internationale des forêts sur initiative de l'Organisation des Nations Unies. Cette célébration à l'échelle mondiale est l'occasion de souligner l'importance des arbres ainsi que la manière dont ils nous nourrissent et nous protègent pendant que le patrimoine forestier guinéen est menacé. Comment freiner cela et mettre les forêts au service des villes? Élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Alpha Baldé. Au fil des ans, le recul des forêts se généralise et les espaces verts dans nos agglomérations de plus en plus rares. Conséquence, la pluviométrie est en baisse dans plusieurs villes et la montée des températures inquiète. Nous savons que la bataille contre le changement climatique ne peut être gagnée sans les forêts du monde. Le processus de dégradation de nos ressources forestières s'accélère d'une manière inquiétante. Nos forêts urbaines et périurbaines sont la proie privilégiée des citoyens dans nos villes. Les constructions d'habitation sont faites même dans les domaines publics maritimes, qui sont en fait des domaines classés avec un statut tout particulier. À l'occasion de la Journée internationale des forêts, la mobilisation sociale pour limiter la déforestation et le retour de meilleurs microclimats dans les villes est encouragée. Une ville ne doit pas être bâtie seulement avec du béton et du fer. Les arbres doivent impérativement avoir leur place pour créer une harmonie. Je reste persuadée qu'avec l'appui et l'engagement soutenu de tous, nous pouvons changer l'image de nos villes avec une vision futuriste. L'avenir de nos villes et de nos villages dépend en grande partie de l'existence des espaces verts qui sont des poumons et chacun doit s'y employer en plantant dans chaque concession des arbres, en contribuant à la création et à la protection des forêts urbaines et périurbaines qui sont dans un état de dégradation poussée. Au dire des spécialistes, les forêts contribuent à purifier l'air et à réduire la température jusqu'à 8 degrés. Cette année, le thème retenu est forêt et ville durable, comme pour dire
que pour une urbanisation saine et durable, le respect de l'environnement est un passage obligé. La journée mondiale de l'eau qui aura lieu ce jeudi a lancé sa thématique « La réponse est dans la nature ». Autrement dit, l'édition 2018 incite les professionnels de l'eau à utiliser la nature pour répondre aux défis actuels et futurs de l'eau et de l'assainissement. Les explications avec Nabi Kamara. L'eau, la réponse dans la nature, c'est le thème de la Journée mondiale de l'environnement cette année. Il a été choisi par les Nations Unies comme pour rappeler une fois encore que rien de tous les éléments de la nature n'est plus nécessaire à la vie que l'eau. Ces ressources ainsi que la gamme de services qu'elles peuvent rendre contribuent à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la sauvegarde de l'environnement durable. Le choix du thème de cette année n'est donc pas fortuit et peut-être justifié aujourd'hui par les dommages environnementaux associés au changement climatique qui sont à l'origine des crises liées à l'eau que nous observons dans le monde entier. Les inondations, la sécheresse et la pollution de l'eau sont aggravées par la dégradation de la végétation, des sols, des rivières et des lacs. La dégradation très poussée de l'environnement doit avoir inévitablement l'impact sur les ressources en eau. C'est en cela que le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique en appelle à un sursaut patriotique pour justement inverser cette tendance à travers le reboisement, la restauration des zones humides afin de rééquilibrer le cycle de l'eau, améliorer la santé humaine et les moyens de subsistance des populations. L'objectif de développement durable, ODD numéro 6, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau, s'inscrit aussi dans la même dynamique et a notamment pour cible de réduire de moitié la proportion des eaux usées non traitées et d'augmenter considérablement à l'échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l'eau. Le ministre a annoncé, entre autres, la réalisation du 4e projet eau qui prévoit une production journalière de 170 000 m3 d'eau pour la ville de Conakry et périphérie. La réalisation du projet d'adduction d'eau potable des 5 villes, Lola, Yomou, Tougué, Lelouma et Gawal. Je vous amène à Kourémalé. Là-bas, vous allez le voir, le dernier convoi de semences de riz et maïs est arrivé sur place. C'est un appui du président de la République pour accompagner le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Plus de 2500 tonnes sont annoncées pour la couverture totale des villes du pays. Le point avec notre envoyé spécial à Kourémalé, Diamokaba. Nous voici au poste frontalier de Kourémalé pour la réception du dernier convoi des semences du riz et du maïs destiné aux paysans. Au total, 2185 tonnes. Cette initiative présidentielle est appuyée par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. L'objectif visé, encourager les paysans dans la production agricole afin de rendre effective l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Toutes les choses se sont bien passées. Dès que mon directeur régional a reçu l'information à travers mon directeur général que nous devrons laisser les semences, on a mis une équipe en place qui devrait non seulement suivre les informations, l'évolution du convoi jusqu'à Bamako. Et de Bamako jusqu'ici, nous sommes en place. Tout le personnel est là, nous sommes en place. Vraiment, tout se passe bien. Chaque année, ce n'est pas une première. Nous recevons des semences, nous recevons également des engrais. Et tout cela vraiment pour l'autosuffisance alimentaire. L'arrivée de ces dernières semences intervient à la suite des 400 tonnes débarquées ici il y a 2 jours. Pour les responsables du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, cet appui présidentiel va intensifier la culture du riz et du maïs et accroître le rendement agricole à l'échelle nationale et internationale. Cette politique de semences va en droite ligne avec les recommandations du chef de l'État, le président Alpha Condé, dans le cadre de l'initiative présidentielle qu'il a eu à avoir depuis maintenant près de 3 ans. Donc c'est ce programme que nous sommes en train de poursuivre et c'est dans ce cadre-là que nous avons ces semences-là qui nous arrivent du Burkina. Au centre sémencier de Kankan, 280 tonnes de semences du riz et du maïs sont déjà disponibles pour les paysans de Kéréouané, Mandiana, Kouroussa et Kankan.
L'OIM vient en appui au secteur de la santé. Une dizaine d'agents de l'aéroport du Bessia sont formés aux techniques de prévention des maladies épidémiologiques. Abdourahmane Kouladialo nous fait le point. Organisé par l'OIM Guinée avec l'appui technique et financier de CDC Atlanta et d'autres partenaires au développement, cet atelier vise à corriger les insuffisances relatives à la prévention et la gestion des événements de santé publique dans le secteur de l'aviation civile tenu en juin et juillet 2017. L'objectif ultime de cet atelier, c'est d'intégrer la dimension One Health en intégrant les risques vétérinaires environnementaux dans les procédures normalisées. C'est quoi une procédure normalisée? C'est un document qui permet à tous les agents qui interviennent au niveau de l'aéroport à reconnaître précocement, à isoler et à prendre en charge correctement tous les cas de maladies à potentiel épidémique. Aujourd'hui, c'est pour valider les procédures opératoires normalisées qui nous permettent de détecter les maladies à potentiel épidémique au niveau de l'aéroport. Et comme nous le savons, les maladies n'ont pas besoin de passeport ou de visa pour voyager. Mais la finalité recherchée, c'est qu'à la fin, qu'on ait un plan de préparation et de réponse aux épidémies au niveau de l'aéroport. Les participants ont élaboré de nouvelles procédures supplémentaires axées sur le nettoyage et la désinfection, la gestion des animaux malades et le contrôle des denrées alimentaires et des animaux à l'aéroport de Conakry-Bessia. Allons à Paris, précisément au bord de la Seine où se ferment les portes de la 38e édition du Salon consacré aux livres. L'événement a enregistré plus de 165 000 visiteurs selon les organisateurs et parmi eux des centaines de jeunes lecteurs amoureux du livre papier à un moment où celui-ci est opposé au livre numérique avec évidemment l'évolution de l'Internet pendant que l'Afrique marque sa présence sur l'arène littéraire. Reportage sur place de notre envoyé spécial Aboubakar Kamara. Il brave le froid avec frénésie pour retrouver la chaleur du livre. Cette année encore à Paris, le livre a montré sa vitalité à l'ère du numérique. La fréquentation du public à la plus grande manifestation littéraire de France a connu une hausse de 7%. Les éditeurs sont en confiance. Il y a quelques années, on craignait un peu que le livre de version papier disparaisse. Or, il n'en est rien du tout. On s'aperçoit que le numérique ne fait que 5% de l'édition, que le livre en version papier reste fondamental et le livre reste comme le moyen de synthèse le plus complet. Prenons un problème sur lequel Conakry bute. Conakry est une ville qui s'asphyxie. Combien de livres faut-il écrire pour justement permettre de donner des pistes pour sortir une capitale comme ça? Eh bien voilà un peu, donc je pense que le livre a encore de longue vie devant lui. L'Afrique se met ensemble désormais au plus grand événement dédié aux livres dans le monde francophone. Elle gagne en visibilité et les acteurs deviennent plus dynamiques dans les échanges interprofessionnels. Nous sommes au pavillon des lettres d'Afrique pour unir aussi l'Afrique. Notre président a été pendant une année quand même le président de l'Union africaine. Donc de surcroît, nous étions sur le toit du continent et sur le plan littéraire, sur le plan culturel, sur le plan des éditeurs. On a tout fait aussi pour réunir les éditeurs, les professionnels du livre africain ici pour continuer cette vision de l'Union africaine, cette vision de l'unité pour que l'Afrique puisse parler d'une même voix et porter la culture africaine un peu partout dans le monde. Et nous profitons de cette idée merveilleuse qui est de fédérer et de mutualiser les efforts des différents États africains. Nous avons participé au Salon d'Afrique en versant une somme qui est dans une caisse communautaire qui nous permet d'avoir un espace très grand ici au Salon de Paris. Autrement, la Guinée pris individuellement, le Sénégal pris individuellement, nous n'aurions pas pu avoir cet espace que nous partageons. Au-delà du fait que nous avons mutualisé nos efforts, nous mutualisons également nos connaissances et nos expériences. Et c'est ça qui est formidable dans cette expérience. Si l'Afrique a pu imposer sa présence au fil des années, les ventes réalisées sont encore faibles. À cette 38e édition, c'est la Russie, pays d'honneur, qui a séduit un large public. Avec 38 auteurs, le stand russe est...
В магазине «Глоб», который занимается торговлей на нашем стенде, книги, я так чувствую, могут закончиться уже сегодня к вечеру, а завтра еще целый день работы. La librairie du Globe, qui vend des livres sur notre stand, a peur d'être en rupture de stock bientôt. Je pense que c'est vraiment montre le succès et on est vraiment content de cela. Для нас, для самих, это несколько удивительно. Et même nous, on est un peu étonnés par le succès. L'engouement du public pour les lettres tient à la diversité des offres et la créativité attractive, surtout en direction des jeunes et des enfants. Tout est imaginé pour qu'ils reprennent la flamme du savoir à travers le livre. J'étais surprise et je crois que je vais bien aimer l'histoire. La présidence de la République a la profonde douleur d'annoncer au peuple de Guinée le décès d'Adja Aïssata Koma, mère d'Elhadj Koutoub Moustapha Sano, ministre, conseiller diplomatique à la présidence de la République, épouse de feu Elhadj Sidafa Sano. Décès survenu ce mercredi 21 mars 2018 en Belgique à l'âge de 84 ans. En cette douloureuse circonstance, le président de la République adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée ainsi que celle du peuple et du gouvernement guinéen. La date des obsèques fera l'objet d'un communiqué ultérieur que l'âme d'Adja Aïssata Koma repose en paix. Le bureau de presse de la présidence. La société minière de Bokeh, SMB, se dote de nouveaux navires pour une meilleure exploitation de la bauxite de Bokeh, dont le port est classé comme zone spéciale économique du pays. Daouda Tabansila. Dans les eaux profondes du port minéralier de Bokeh, accostent les grues flottantes du groupe Winning International. L'arrivée en Guinée de ce navire est une initiative de la société minière de Bokeh, SMB. Arrivé le week-end dernier, les marins se sont aussitôt mis à l'œuvre pour détacher le bloc flottant du navire subaquatique. Ce travail ingénieux est suivi à la loupe par le directeur général adjoint du consortium Winning SMB, réputé être rigoureux sur ses principes. Appelé encore Winning Dream Dock, ce moyen moderne de production reste le premier dock moderne spécialisé pour le projet de Winning Group International en Afrique. En 2006, Winning a introduit le mode de grue flottante en mer au chargement de la bauxite, toute chose qui a brisé l'obstacle de logistique dans les ports en Indonésie et en Malaisie. Pour rappel, ce type d'engin a été inventé dans les années 1840 par les ingénieurs américains Stador et Gilbert et désormais, Winning International Group possède 6 grues flottantes en mer. Je vous l'annonçais dans ce journal, le président de la République a reçu cet après-midi au palais Sékou Touréa les opérateurs économiques du pays. Vous suivrez l'intégralité de cette rencontre juste après ce journal. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci à la régie, au cadreur Ousmane Kamara, au réalisateur Moussa Komara et à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de Koza, Imbaya et Matam. Bonsoir.